Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de comment se créer, se construire un physique pour devenir combattant de MMA. Par où commencer, qu'est-ce qu'il faut privilégier pour durer, pour éviter les blessures. Donc je vais vous donner pas mal d'infos, des outils, même pour ceux qui veulent, entre guillemets, avoir un bon physique. Ça peut vous aider pour les autres disciplines ou pour la vie de tous les jours, pour ceux qui font pas forcément du MMA. Pourquoi il est pris comme les bouddhistes? Ah ouais, tu veux me faire, Nizar. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. On lâche un petit like, c'est super important. Commentaire, on s'abonne, on met les notifs. N'hésitez pas à venir sur Twitch, à follow la chaîne, subscribe si vous avez Amazon Prime et à me follow sur les autres réseaux. Donc, pour construire un physique à MMA, ouais, merci Nizar. Il y a quand même pas mal de choses qui vont rentrer en compte, bien évidemment. Il y a la génétique, ça c'est sûr que c'est important. Avoir une bonne génétique, ça aide. C'est sûr que c'est vraiment, ça va faire une différence dans beaucoup de choses, sur une carrière, etc. Merci coach Broby pour le follow, ça fait grave plaisir, bienvenue. N'hésite pas à mettre les notifications. Et si t'as Amazon Prime, tu peux lâcher un subprime. Merci en tout cas. Salut Lidul, ça va ou quoi? Donc la génétique, ça va être déjà une bonne base. Si on arrive à avoir une bonne génétique, ça dépend bien évidemment si il y a des peuples entre guillemets, il y a des génétiques, des ethnies où physiquement c'est sûr que ça va aider sur les sports comme le MMA, un sport hybride où l'endurance de puissance et la puissance c'est quand même assez important. Bien évidemment, la nutrition aussi va être capitale dès le début, dès les premières années, quand l'enfant est jeune pour la croissance, pour les développements musculaires, avoir une nutrition cohérente, carrée, naturelle, éviter les aliments trop gras, trop sucrés, trop salés. Bien évidemment, il faut garder du plaisir, mais moi je trouve que je suis fan de la méthode 80-20, 80% de bonnes choses et 20% on va dire de petits plaisirs, que ce soit dans le plat entre guillemets ou soit dans la semaine. Je préfère en général dans le plat, on va dire 80% de bonnes choses et peut-être 20 à 15%. On va dire par exemple mettre un peu de parmesan, ça va pas te tuer si tu fais ça quoi. Euh, on veut lâcher Pabaki le punch à la Doumbé. Ah ben, il va falloir ça, c'est la génétique bien évidemment. Il y a aussi commencer tôt. Ça rejoint bien ce que dit Sofiane. Euh, pour Doumbé, bon, Doumbé, il n'a pas forcément commencé tôt le pied-point, mais par exemple, Baisango, il a commencé le judo très tôt. Et le judo, il y a beaucoup de tirages, beaucoup de, de mouvements où tu vas tirer un adversaire et tirer entre guillemets, un humain. Quand tu fais ça des milliers de fois, au bout d'un moment, forcément, ça va te créer un physique qui te permet de tirer un poids humain. Et un poids humain, plus tu grandis, plus c'est lourd. Forcément, ton corps, il doit s'adapter. Et pour s'adapter, qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer de la masse musculaire, il va te donner de la force pour s'adapter et être de plus en plus à l'aise sur ces phases où tu vas tirer, même pour des lutteurs qui vont pousser, soulever, tirer des humains. Quand tu pousses, tu tires un mec qui fait entre 60 et 80 kilos. Si tu fais ça des centaines d'heures, des milliers d'heures dans une année, forcément, ça va créer un physique important. Si, bien évidemment, tu as la nutrition derrière et une génétique qui est correcte. Avoir une bonne génétique, avoir une génétique exceptionnelle, c'est dur. Parce que, bien évidemment, il y a peu de gens qui l'ont. Mais avoir une génétique correcte, c'est à la portée de tous, entre guillemets. Il y a plein de gens qui ont une bonne génétique. C'est juste que, malheureusement, ils ne font pas les efforts pour que ce soit l'entraînement, sur la nutrition, etc. Le type de discipline, ça, je le dis souvent. En général, si tu fais par exemple dans les sports de combat, si tu fais une discipline type sport de préhension, c'est sûr que ça va forcément te créer un physique un peu plus athlétique que par exemple un boxeur, etc. Après, quand tu es jeune, même avec une mauvaise nutrition, tu peux construire un physique. Bien sûr. Après, moi, je parle vraiment d'un très très bon physique. Mais la problématique, c'est que tu vas créer un bon physique, mais est-ce que tu vas avoir les performances qui vont avec? Ouais, les comme salam, ça va, Aaron, ou quoi? Tu vas peut-être pas forcément créer un physique. Tu vas créer un physique esthétique, mais est-ce que tu vas créer un physique puissant, endurant, etc. Ça, c'est une autre histoire. Et ça, la nutrition va t'aider, parce que la nutrition, certes, ça t'aide pour l'esthétique, mais il faut pas oublier que c'est ton carburant. Si tu as une Ferrari et que tu lui mets du mauvais carburant, tu vas pas rouler très longtemps avec. Donc c'est super important de donner les nutriments qui vont servir à mettre de l'intensité dans tes entraînements, à pouvoir durer dans les entraînements et avoir un volume d'entraînement plus important que la moyenne.
Si tu as un volume d'entraînement plus important que la moyenne, forcément, tu vas créer un physique très, très, très intéressant pour la performance de haut niveau. Comme je disais aussi, le style de combat. Ça, bien évidemment, ça va jouer avec tes qualités. Si dès le début, tu uses de tes qualités physiques dans ton style, par exemple, tu sais que tu es puissant et que tu te dis, bon, je suis puissant, je vais jouer sur ça au lieu de jouer peut-être un peu plus sur la technique, mais forcément, petit à petit, ton corps, mais vu que quand tu t'entraînes, tu travailles sur de la puissance, tu vas essayer de jouer plus sur l'impact physique que sur la technique, et bien ça aussi, ton corps, il va devoir s'adapter. Ok, je mets beaucoup d'énergie à faire ces actions, à faire ces passages, etc. Donc je suis obligé de créer, entre guillemets, un corps qui va euh, encaisser tout ça. Donc ça, c'est un peu aussi, bien évidemment, ça joue, par exemple, je donne un exemple, un Romero, lui qui vient de la lutte, forcément, il va user de la lutte, il va user de pousser, tirer, soulever des adversaires. Donc forcément, ça va pousser. Bon, il y avait sûrement du dopage, hein, les lutteurs cubains, on sait. Mais ce que je veux dire, un mec qui va jouer sur la technique, qui va plus jouer sur la vitesse, la technique, l'opportunisme, il aura peut-être un moins bon physique. Parce que lui, il va plus axer son travail sur ça, sur être techniquement efficient. Tandis que le mec qui va jouer sur le physique, il va porter le travail sur le physique, entre guillemets. Il va faire en sorte d'être toujours au taquet physiquement, d'être bien. Et quand il va s'entraîner, il va pousser à mort sur le physique. Ça aussi, il y a un autre truc, un autre point que je voulais préciser, la rigueur. La rigueur, c'est-à-dire s'entraîner sérieusement tout au long de l'année, pas s'arrêter, pas faire des grandes pauses, s'entraîner depuis jeune. Quand on s'entraîne depuis tout petit, c'est super important. Ouais, les comme salam, Ricop, ça vaut quoi? Ça, plus génétique, ça donne le dos à Baki. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un aspect génétique, ça on peut pas le nier. J'en ai déjà parlé, pourquoi? Par rapport aussi quand on voit son père, etc. Ça me choque pas. Mais quand je parlais de rigueur, ça veut dire gens qui s'entraînent vraiment sérieusement, qui mangent bien. Je parle, la rigueur, c'est dans tout, dans l'entraînement, dans la nutrition, dans la récupération, dans le sommeil. Parce que le sommeil, c'est super important pour créer un physique esthétique et puissant, fort, endurant, etc. Ça va jouer. Donc la rigueur sur la nutrition, l'entraînement, le sommeil, la récupération. Mais ça, la rigueur, il ne faut pas que ce soit souvent, je trouve que c'est une grosse erreur que font beaucoup de combattants, surtout en amateur, c'est qu'ils sont rigoureux vraiment pendant les camps pour préparer un combat. Mais en dehors de ça, ils sont moins rigoureux, entre guillemets. Quand je dis moins rigoureux, c'est qu'ils vont pas faire forcément de préparation physique. Ils vont s'entraîner beaucoup moins, peut-être 2 à 3 fois par semaine, voire 4 fois. Euh, faut s'entraîner quand tu es combattant pro de MMA, quasiment, j'exagère des fois, mais 2 fois par jour, 5 à 6 fois par semaine. En général, les combattants aux IMAF, c'est des combattants aux amateurs, ils s'entraînent 2 fois par jour, 5 à 6 fois par semaine. Welcome salam, coach pour Roby, ça va quoi? Pas pour être pro, évidemment, mais pour un tout petit niveau. Euh, Qu'est-ce qu'il y a welcome salam, Matam, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'excuses? Combien d'entraînements par semaine selon toi pour être pro? Ça dépend, mais je trouve que c'est bien. Plus surtout quand tu. Ah, c'est Turco. J'ai pas trop vu ton. Pourquoi tu dis désolé, j'ai pas compris, Turco. Ça dépend, mais je pense que surtout quand tu es débutant, il faut s'entraîner beaucoup en fait. Parce qu'à un moment, tu as beaucoup de choses à apprendre. Après, je le dis souvent, vaut mieux s'entraîner 3 fois dans la semaine toute l'année que des fois commencer faire 3 semaines 5 fois, puis passer à deux, etc. Ah, t'as choisi le mauvais camp. Bon, après, comme je l'ai dit sur le stream, il n'y a pas de souci. Je le dis souvent ici, moi, tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de souci. Tu peux être Team Doumbé, c'est pas grave en vrai. Après, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ce qu'il faut quand vous débutez, c'est de s'entraîner, d'être rigoureux. Après, le top, c'est de s'entraîner beaucoup, mais sérieusement. C'est sûr que si tu t'entraînes, euh, entre guillemets, 8 fois par semaine, mais que tu fais des entraînements de 2 heures où tu te tues, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Donc, vaut mieux y aller peut-être 4 fois par semaine, être sérieux. Et après, tu fais ça, tu essaies de tenir ça pendant 3 4 mois. Et si tu vois que tu peux faire plus, fais plus. Mais ce qu'il faut intégrer aussi, bien évidemment, c'est peut-être 1 à 2 séances de prépa dans la semaine, de la récup, bien dormir, bien manger.
Parce que le problème du MMA, ça reste un sport de combat. Et quand tu commences à prendre des coups, à lutter, à répéter des mouvements, etc., peut-être mal chuter et tout, mais peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas créer des blessures soit d'usure parce que tu t'entraînes trop et que tu fais certains mouvements, tu les répètes trop et que ton corps est pas assez résistant, soit des blessures, par exemple, j'ai oublié le mot, mais par exemple, tu vas sur une phase de lutte, tu vas peut-être un peu te faire mal au poignet ou à l'épaule, etc. Et moi, c'est vraiment ce que je pense. Sinon, j'ai rien contre Baki. Je l'aime bien, mais ça change rien. Mon problème, malheureusement. Mais ouais, t'inquiète, y a pas de souci. On n'est pas en dictature ici, hein. Tu peux penser que Doumbé va gagner, y a pas de souci. Après, si on s'entraîne 5 fois par semaine à MMA, combien de séances pour muscu prépa? 2, 3, je dirais. 2, 3. Après, faut que ce soit cohérent, les séances de prépa. Faut pas faire n'importe quoi. Faut faire attention aussi à la fatigue que va créer la prépa. L'objectif, c'est pas de se fatiguer en prépa. Il faut créer une légère fatigue pour créer de l'adaptation, mais faut pas qu'en fait, ça soit au détriment du MMA. Si tu arrives, t'es claqué, t'es fatigué tout le temps au cours de MMA, c'est qu'il y a un problème. Se faire 2 fois la même blessure, c'est très grave. Très grave, je dirais que non, mais souvent, par exemple, si tu sais que tu t'es déjà blessé à la cheville, il faut vraiment mettre l'accent sur cette zone et comprendre pourquoi tu t'es blessé à la cheville. Imagine, tu te casses la jambe, tu reprends, tu te recasses la jambe. Ça veut dire que c'est un point faible. Ça veut dire qu'il y a peut-être un travail de réhab à faire vraiment important là-dessus, un travail de développement de la force autour du membre blessé. Ça veut dire qu'il faut mettre l'accent dessus énormément. Il faut être vigilant. Il faut y aller progressivement aussi sur la reprise. Vraiment, et être aussi voir si la nutrition est carrée tout au long de l'année, si le sommeil est carré tout au long de l'année. Il faut aussi voir si les cuttings sont pas, je parle à niveau amateur pro, si les cuttings sont pas trop serrés ou trop durs, ça peut jouer. Après, il y a la génétique aussi. Mais en général, quand on se blesse une fois à un endroit, faut vraiment être vigilant après et s'entraîner correctement à fond dessus, quoi. Parce que ça peut. Souvent, en fait, c'est des blessures de récidive. Quand on s'est blessé, par exemple, je te donne un exemple, on est blessé au poignet, va falloir faire attention, quoi. Après, ça dépend le niveau. Si tu débutes, c'est inutile de faire la prépa, selon moi. 5 mois, c'est déjà suffisant pour quelqu'un qui a commencé il y a quelques mois. Ça dépend. C'est sûr que vaut mieux privilégier à s'entraîner à MMA que faire de la prépa. Mais le problème du MMA, c'est que ça reste un sport quand même physique. Et le physique, tu peux pas. Ok, certes, tu le développes aussi en faisant du MMA. Un mec qui fait de la préparation physique, qui s'entraîne dur, il fait son premier cours de MMA, il fait des sparring, il va être mort parce qu'il n'a pas l'habitude. Mais si tu arrives à lier les deux, tu vas être beaucoup plus performant. Et surtout, la préparation physique, là, ce qui est important, c'est que ça t'aide à prévenir des blessures. Parce qu'en fait, tout le travail d'hypertrophie, d'assistance, ça va te permettre à ton corps d'encaisser en fait ce volume d'entraînement MMA. Par exemple, tu sais que, ben, tu vois, en MMA, souvent les épaules, les hanches, c'est très sollicité. Le dos, c'est très sollicité sur les phases de lutte. Si tu arrives à bosser, par exemple, tu bosses beaucoup ton dos pour développer qu'il soit beaucoup plus résistant, ben, tu vas mieux encaisser les séances. Moi, par exemple, c'est mon boulot aussi. Mais vu que je m'entraîne beaucoup en préparation physique, j'ai quasiment pas de blessures ou pas de difficultés. J'ai pas de mal au dos, de douleur, etc. On va dire de douleur d'usure quand je fais mes entraînements. Et surtout, je suis très performant. Pour un combattant costaud comme Baki, est-ce que le travail physique se fait au poids du corps ou avec des poids? J'ai vu dans une interview qu'il faisait pas beaucoup de muscu. Après, ça dépend de ce que vous appelez le muscu. Il fait de tout. On utilise pas mal de méthodes pour développer, mais il fait de la préparation. Avec des charges additionnelles. Merci Algérie, Algérien connu, Algérien inconnu. Pour un combattant, ouais, donc il fait du poids de corps, il fait avec des charges additionnelles, on fait avec des ergots. Fracture du tibia pour toi, c'est grave à quel point? Ça dépend comment c'est arrivé, mais ça dépend aussi la fracture, à quel niveau elle est. Si elle est en bas ou en haut, ça aussi. Après, il y a des séances physiques au lieu des cours de MMA. Je trouve ça dommage en fait de mettre des séances de physique au lieu des cours de MMA pour moi. Je trouve ça dommage. Perso, c'est comme faire. T'as un cours de MMA qui va durer 1h15, 1h30. Faire 30-40 minutes de physique avant, je vois pas trop d'intérêt. Revenir 4 mois après un tibia fracturé, c'est beaucoup trop tôt, ça va. Ça dépend. En fait, ça dépend par qui t'as été suivi. Si t'as eu un bon kiné du sport qui connaît les problématiques autour des tibias fracturés, le style aussi qui s'adapte en fait au combattant. Si tu sais que le combattant, ben, il a un certain style, il va falloir adapter, réadapter son style. Il va réintégrer petit à petit de la pliométrie.
mais être progressif, tu vois, sur ce genre de choses. Développement de la force en unilatéral, tout ça, tout ça. Normalement, en fait, quand tu as une fracture, il faut bien gérer la reprise. Je dis pas qu'il faut rien faire, mais il faut bien gérer la reprise parce que en soi, c'est pas grave une fracture. C'est pas grave, normalement. Tu conseilles quoi comme exercice en préparation physique pour un combattant amateur? C'est pas l'important, les gars, c'est pas l'exercice qui va faire. Il n'y a pas des exercices meilleurs que les autres, etc. Il y a des exercices qu'il faut éviter de faire qui sont farfelus, qui servent à rien, entre guillemets. Mais ce qui est important, c'est la cohérence de ton entraînement. C'est quand ton programme, est-ce qu'il est cohérent? Est-ce qu'il y a assez de volume? Est-ce qu'il n'y a pas trop de volume? Est-ce que tu fais, entre guillemets, ton programme pour être plus performant MMA ou juste pour développer un physique, etc. Bah, qu'il fait encore des séances d'hypertrophie, vous avez arrêté ça. On met pas trop le focus sur l'hypertrophie, franchement. On fait de l'hypertrophie pour de la prévention des blessures. Donc c'est en fait des zones qui peuvent potentiellement se blesser. Là, on va mettre l'accent dessus, mais on fait pas de l'hypertrophie pour développer une masse musculaire parce que là, pour le moment, on est très 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 bien. Pour prendre l'exemple Baki Doumbé, tu penses que la différence de poids Doumbé à 82, Baki à 87-88 lors d'un combat peut faire la différence sur les phases de corps à corps ou tout est une question technique? Ah non, le physique ça joue, hein, les gars, à ce niveau-là. Tu tournes avec un mec qui fait 10 kilos de plus, qui a le même niveau que toi, et qui a la même dimension physique, je veux dire, ben, forcément ça va jouer, parce que c'est un sport de préhension. Je vous donne un exemple, le mec est sur vous, fait 10 kilos de plus que vous, s'il est bon pour tenir la position, etc., c'est très compliqué pour sortir. Tu sortiras pas, sauf s'il fait une erreur. Les coachs qui tuent déjà l'échauffement après t'as plus aucun jeu pendant la course, je déteste. Il faut faire, en fait, moi je vous le dis, l'échauffement, ça aussi c'est un truc important, les gars. L'échauffement, il doit être cohérent. À la fin de l'échauffement, vous devez vous dire, ouais, là, je suis prêt pour la séance, je me sens bien pour la séance. Si vous êtes mort, il y a un problème. Après, par exemple, en lutte, c'est un peu la culture de faire des échauffements de fou, mais c'est parce qu'en fait, les cours de lutte sont très physiques. Donc, il faut que tu aies un bon échauffement. Mais il ne faut pas faire un échauffement qui dure 45 minutes. Parce que je vous explique un truc. Plus l'effort va être long, entre guillemets, moins l'échauffement doit être long. Plus l'effort est court et intense, plus l'échauffement doit être long. Par exemple, du sprint. Les sprinteurs, avant de faire leur sprint, ils s'entraînent, ils s'échauffent au moins 45 minutes. Mais ils vont s'échauffer 45 minutes intelligemment. Ils vont pas faire des sprints pendant 45 minutes. Ils vont s'échauffer intelligemment. Parce que c'est un effort tellement intense et court qu'il faut vraiment être au. C'est du détail. Le MMA, c'est un sport hybride. Pour moi, un échauffement, ça doit durer. Il y a un échauffement général. Et petit à petit, on arrive sur du spécifique. Et du spécifique en fonction de la thématique. Si tu vas beaucoup lutter, il va falloir échauffer, faire des mouvements qui vont te faire en sorte que tu sois prêt pour la séance de lutte. Par exemple, tout ce qui est travail dos, d'arc, etc., de pontage, beaucoup de travail autour de la nuque. Ça va être super important quand tu sais que tu vas beaucoup lutter. Autour des poignets, par exemple, tu sais que tu vas beaucoup striker. Pareil, même au niveau de la lutte. Tu as des zones que tu vas beaucoup plus échauffer. Je t'envoie un message sur Insta. Oh, si tu sais paraître piscine, ça veut dire le nom. Attends, je vais regarder. T'inquiète, je ne dirai pas le nom, frérot. Alors. euh, hum, hum, hum. Ouais, enfin, moi, par rapport à ce que tu m'as envoyé, Turco, je sais pas. Je pense que faut voir. Franchement, je trouve que c'est court. Surtout qu'il y a Ramadan, etc. Euh, Moi, je sais pas faut voir s'il est bien suivi. Est-ce qu'il est bien suivi par un médecin du sport qui est compétent? Faut aller voir le CV du médecin du sport. Est-ce qu'il vous a été recommandé par des spécialistes? Un bon kiné du sport aussi. Voir s'il est bien suivi au niveau de la nutrition. Est-ce qu'il mange bien? Parce que la récupération, le retour aussi à l'effort, le retour à la compétition, il doit y avoir une vraie, entre guillemets, une vraie frise. C'est pas en mode, ouais, tu reviens quand tu te sens bien et puis c'est tout. Non, il faut qu'il y ait quand même être suivi par des spécialistes qui vont te dire, bon, ok, et c'est plutôt de revenir là pour les entraînements avec de la pliométrie. Pliométrie, c'est par exemple des sauts avec impact, etc. Il faut qu'il y ait un vrai suivi après une blessure, les gars, ça c'est super important. À ce niveau-là, tu sens combien de différence ça peut vraiment jouer un rôle. Ouais, pas de muscu pur, le fait, parce que j'ai vu ça avec cette vidéo avec Stéphane Matala. Ouais, on fait pas de musculation, on fait plus du développement athlétique pour être plus performant dans la cage. Il y a déjà eu des mecs qui sont venus à haut niveau avec une ligamentoplastie du genou comme les croisés. Ouais, ouais, ouais. Ça arrive, électro. C'est pas un problème.
Je pense que ça joue quand même quand il y a voir le combat Turpal avec Axel Sola, encore le dernier combat de Saladin. Ouais, les gars, ça joue, bien sûr. C'est pas pour rien qu'il y a des catégories, les gars. Le poids, ça joue énormément, surtout sur les phases de préhension. Parce qu'en fait, les phases de préhension, ce qui va jouer, c'est la force, la puissance, bien évidemment, le timing, etc. Mais en boxe, ce qui joue, c'est la vitesse, le timing. Tu peux être très fort, mais si t'es lent et que le mec arrive à avoir un bon timing, parce qu'au final, la boxe, c'est juste ton corps que tu bouges. Tandis que la lutte, les phases de préhension, c'est ton corps, le corps de l'adversaire que tu dois déplacer. Tandis qu'en plus, votre adversaire, ce qu'il va faire, par exemple, vous allez tirer, lui va faire en sorte d'aller de l'autre côté. Donc il faut être très fort physiquement. Walaikum salam, Ayoub, ça vaut quoi? J'ai un sac de frappe à disposition au quotidien. Chez moi, tu me conseillerais de l'utiliser à quelle fréquence par semaine et comment? Tous les jours, c'est contre-productif ou pas si je ne le fais pas de séance d'MMA? Le sac de frappe, c'est un super outil, mais pour moi, c'est bien de l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Parce que le seul problème, enfin, un des gros défauts du sac de frappe, c'est que ça vous fait perdre en précision pour la boxe, par exemple. C'est pour ça que souvent, quand vous voulez développer votre style en boxe, etc., que vous faites des sessions de pattes d'ours, quand vous êtes, on va dire, loin d'une compétition, d'une échéance, vous allez travailler avec des pattes d'ours traditionnelles. Et petit à petit, mais vous allez réduire, vous avez vu qu'il y a à peu près 3-4 tailles de pattes d'ours. En général, c'est 3. Il y a les grosses, les intermédiaires et les toutes petites. C'est pour ça que quand vous arrivez proche d'une échéance, il faut travailler avec des petites pattes d'ours. Parce qu'en fait, vous allez beaucoup plus travailler la précision et l'œil. Plus vous avez des grosses cibles, plus c'est facile pour vous de frapper dessus. Et votre œil, il devient feignant. Votre corps devient feignant. Donc tu peux l'utiliser 1 à 2 fois par semaine, faire peut-être une session un peu plus technique où tu vas te concentrer sur tes combinaisons, mettre des petits... ce que tu peux faire sur ton sac, c'est tu prends du scotch, tu mets des petits trucs de scotch, des croix ou des petits ronds. Et l'objectif, c'est tu fais tes combinaisons et tu essaies de toucher à chaque fois ces trucs. Et après, des séances un peu plus physiques où tu vas travailler plus le conditionnement, etc. Il a un vrai suivi, mais c'est sponsor, je sais pas à quel point sont compétents ou pas, mais ça a l'air carré. Ça, il faut faire attention. T'en penses quoi du shadow avec du poids? Je suis pas fan. Moi, par contre, ce qui est intéressant pour travailler avec les petits poids, c'est plus travailler la garde. Par exemple, tu prends une petite haltère ici, une petite haltère de 1 kg, 1,5 kg, et l'objectif, c'est toujours garder comment ça s'appelle? Ta main droite pour te protéger, pour t'habituer à avoir le gain ici, toujours. Et pareil au niveau de la garde. Mais faire du shadow avec des haltères, c'est contre-productif parce que je vous explique pourquoi. En fait, l'haltère, quand vous la tenez, la gravité, elle va vers le bas. Donc le poids, il va vers le bas. L'objectif, quand vous voulez frapper, la force, elle est horizontale. Donc si vous voulez, par exemple, faire du shadow, faites-le plutôt avec des élastiques. Parce que l'élastique, la production de force, ça va être vers l'avant. C'est pas vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Surtout si tu... Donc privilégiez le shadow avec élastique si vous voulez rajouter une charge additionnelle. Après, il faut bien le faire. Il ne faut pas que l'élastique soit trop... Prenez des élastiques légers, les gars. Ça, c'est important aussi. Mais rappelez-vous, ça va plus travailler votre endurance musculaire au niveau de l'épaule. Si vous voulez faire du shadow pour développer votre technique, c'est pas avec de l'élastique qu'il faudra le faire, ça va être plutôt au poids du corps. Et vous vous concentrez, vous faites de la visualisation. Surtout, si tu es plus lourd, tu peux utiliser moins d'énergie que ton adversaire pour générer la même puissance. Voilà. Après, bien évidemment, il faut que la technique elle suive. Sur le sac de frappe, tu nous as appris un truc de fou là, merci. Bah, avec plaisir, Aaron. Je suis là pour ça. S'il y a plus de il y a plus de chances que Baki mette KO Doumbé ou Doumbé soumet Baki. C'est une question, Turco? L'élastique, c'est bien pour la force aussi. Non, parce que c'est plus. Ce qui est intéressant avec les élastiques, ça va être plus développement de la puissance et de l'explosivité. Parce qu'en fait, plus tu vas. Par exemple, l'élastique est derrière moi, plus tu vas le tendre, plus la résistance va augmenter en fin de course. Et la facilité, quand vous faites par exemple, je vous donne sur ce mouvement, la facilité, c'est pas quand vous êtes. Attendez, je vais essayer de vous montrer. C'est chaud. C'est pas quand vous êtes en fin de course. Là, c'est facile. Ce qui est dur, c'est quand vous débutez. C'est là que ça demande de la force. C'est ici. En fin de course, c'est beaucoup plus facile. Et bien, rajouter un élastique, en fait, ça va forcer votre corps, votre cerveau à développer de la puissance sur la fin du mouvement. A dit que... Oui, c'est une question, mais Diotman a dit que... Arrête de sourire. Moi, les gars, je suis vraiment la phrase... t'apprends pas à prendre des coups, ça veut rien dire en soi. Bien sûr que tu t'entraînes pas à prendre des coups.
Mais tu fais quoi alors? Ça veut dire que tu t'entraînes pas en striking, tu fais rien. Ah, merci pour le subscribe, frérot. Avec le subprime, n'hésitez pas à faire comme un crotte élite. Je verrai ce pseudo de fou. N'hésitez pas, les gars. Pareil sur YouTube, lâchez-moi des likes au moins sur YouTube, les gars. Si vous pouvez pas me donner la force sur Twitch, lâchez-moi des likes et des commentaires. Moi, je suis pas fan, les gars, de dire tu t'apprends pas à prendre des coups. Ça veut tout et rien dire. Parce que je peux donner le même exemple que il a donné Mehdi. Ouais, on a des mecs plus forts en judo, etc. Ah, t'as une pub, t'as craqué. Ben, comme quoi, les pubs, ça sert à quelque chose. Mehdi Hotman qui dit, ouais, on a des mecs plus forts en judo et tout. Certes, t'as des mecs plutôt plus forts en judo, mais en MMA, ça, je pense que ça va être compliqué de trouver des mecs qui ont le judo de Baki en MMA. Et ça, c'est notre histoire. Surtout qu'on oublie la force, entre guillemets. Tu peux être bon dans un domaine, mais quand la personne elle t'attrape, elle te colle, elle t'amène au sol, mais si t'as jamais connu, entre guillemets, de travailler avec quelqu'un qui est aussi fort que ça peut surprendre aussi. Après, bien sûr que tu t'entraînes pas à prendre de KO. Mais ça veut rien dire. Ça veut dire que si tu prépares, je sais pas, un mec comme Ngannou, un mec comme McGregor qui peut t'éteindre à tout moment, ou un Justin Gaethje, etc. Ça veut dire que tu fais quoi? Tu t'entraînes pas? Mais si, t'es obligé de t'entraîner. Surtout que tu t'entraînes pas à prendre des coups, certes. Mais Doumbé, c'est pas One Punch Man, je le répète encore une fois. Selon moi, Baki a plus intérêt à coller contre la cage que vraiment mener le combat au sol. Pourquoi, Turco? C'est intéressant ça, les gars. C'est intéressant en vrai. Moi, je veux vos avis. Je veux vos avis, les gars. Ah oui, j'ai oublié l'hygiène de vie, les gars. Ça, c'est important quand vous voulez développer un bon physique. L'hygiène de vie, éviter l'alcool, éviter les sorties. Je dis pas qu'il faut jamais voir ses potes et tout s'enfermer, bien évidemment. Mais ça, l'alcool, les boîtes, sortir le soir, etc. C'est quand vous voulez développer un bon physique, le sommeil, c'est trop important. Et boire de l'alcool, ça va vous freiner énormément. Je pense que Doumbé serait plus mis en difficulté contre la cage, aurait plus difficile à sortir de là que de se relever au sol. Je vois ce que tu veux dire, Turco, mais après, on est d'accord que le problème, c'est coller contre la cage. Un mec qui a un bon clinch, je sais pas si. Après, bon, il a un bon clinch, Doumbé, hein, je pense. Mais ça peut être plus dangereux, en fait. Une sortie de clinch mal effectuée, tu peux prendre. Mais je vois ce que tu veux dire. Pour moi, il faut mixer quand même. Pourquoi Doumbé devient de plus en plus malveillant? Ah, je pense qu'il vend son combat, les gars, hein. Baki a un vrai striking, il choque tout le monde au Boxing Club à Strasbourg. Ah, il est fort, hein, les gars. Attention, hein. Moi, je dis bien évidemment, faut pas comparer au striking de Doumbé, on dit pas ça. Mais faut pas croire qu'il est ridicule en striking. Fernand pourrait être dans le coin de Baki, je suis sûr que ça perturberait beaucoup Doumbé. Alors là, je sais pas encore, les gars. Je pourrais pas vous dire. En fait, moi, je me demande à quel point Baki sera plus fort physiquement. Ah, c'est. Les gars, c'est pas parce que c'est mon poulain et que je suis son préparateur physique, je dis pas ça pour ça. Mais il est très très fort, hein. Baki, très 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 fort, hein. Je vous dis, il tourne avec des mecs, c'est des mecs qui font 100 kilos. Et les mecs, ils se font balader physiquement. C'est donc Doumbé, je pense qu'il a de la force. Ça, je dis pas le contraire, je suis sûr qu'il a de la force. Mais faut pas oublier que les gars, ils viennent du striking. Et les strikers, généralement, c'est pas la force là où ils excellent, c'est plus vitesse, timing, coup d'œil, fight IQ aussi. Souvent, les strikers, ils ont un très bon fight IQ parce qu'ils doivent s'adapter à des situations qui sont beaucoup plus aléatoires, etc. Tandis que la lutte, c'est différent. Le grappling, c'est différent. Bien évidemment qu'ils font un bon fight IQ en lutte, grappling, etc. Mais c'est différent. C'est plus les sensations. C'est beaucoup plus dur de se faire surprendre en grappling, lutte, etc. Tandis que tu peux t'adapter beaucoup plus facilement sur les phases de strike. Même si en grappling, lutte, tu as beaucoup d'adaptation. Euh, pour la nutrition, tu conseilles de prendre des compléments alimentaires. Une bonne alimentation suffit sur du long terme. Il n'y a aucun risque avec les compléments alimentaires. En général, si tu manges très bien, carré et tout, tu n'auras pas forcément besoin de compléments alimentaires. Mais quand tu arrives à un très haut niveau où les détails comptent, il y a certains compléments alimentaires qui peuvent être intéressants. Par exemple, mais si tu sais que là où tu vis, il y a peu de soleil, tu es peu exposé au soleil, vitamine D, peut-être un peu de créatine. Si tu manques de protéines, tu n'as pas le temps forcément de te faire à manger, peut-être un peu de protéines. Et après, tout ce qui sont les compléments santé, par exemple zinc, euh, oméga 3, si tu manges pas assez de poissons gras, magnésium, tout ça, quoi. J'ai créé un petit clip au cas où on est dans un univers parallèle et qu'ils le remettent KO en 10 secondes.
Ah ouais, Tarkspray, je sens que tu veux ma mort. Le cardio a un impact sur le développement d'un gros physique. Comment ça, Ricop? J'ai pas trop compris la question. Car Doumbé, il a pas l'air si fort, mais je pense qu'il soit pas faible non plus. Je pense pas qu'il est faible. Je pense qu'il a un peu de force, mais c'est pas non plus entre guillemets, ça. C'est là où il excelle, quoi. Apparemment, le sparring était beau contre le champion welterweight actuel du Glory. Je peux pas dire plus, comme dirait un certain Chalgoumi. Attends, Bakil de Strasbourg, il est d'Agono. C'est pas loin de Strasbourg, mais c'est pas à côté non plus, quoi. Moi, ce qui me fait peur sur les combats que j'ai analysés à Baki, c'est qu'il s'engage et Doumbé est vraiment bon pour punir ce genre de choses. Ouais, mais faut s'adapter. Quand tu sais que le mec est un contreur, tu t'adaptes sur ça. Le game plan de Baki a été établi par Nicolas Haute ou Fernand. Pour Zebo, c'était Fernand. Nicolas Haute, il travaille pas avec Baki, les gars. Nicolas Haute, il travaille plus à MMA Factory, ça fait longtemps. Je sais pas si tu as le droit de répondre. On voit toujours Baki sans protège tibia, par 100% en anglais. Ça dépend des thèmes aussi, les gars. Si, il s'entraîne des fois avec des protèges tibia, les gars. Si. D'ailleurs, tu peux toujours utiliser tes kicks, même si sur Doumbé, faut faire attention sur certains types d'équipes, tu peux toujours les utiliser, quoi. Pourtant, dans le doc RMC, on voit Nicolas Haute avec Nassourdine en MMA Factory. C'était au Venom, les gars. Au Venom. Le Venom Training Camp, ça appartient plus au MMA Factory. C'est Venom, en fait. C'est les athlètes Venom qui peuvent s'entraîner là-bas. Ça veut dire les athlètes type, je crois, Bebaki, Nassour. Je sais plus si Salah, il est au Venom, mais vu que Salah, il est à la hatch, il a pas besoin. Pour affûter son physique et perdre du poids, vaut mieux faire un ou deux gros repas ou bien faire des plus petits repas tout au long de la journée. Si tu t'entraînes, je trouve que se priver, faire un repas par jour, c'est compliqué. Euh, je trouve que c'est compliqué, moi, honnêtement. Je préfère que par exemple, si tu veux perdre du poids, déjà augmenter ton apport en protéines, ça c'est super important. Je le dis pourquoi, les gars, je le répète souvent. Pourquoi manger beaucoup de protéines quand on veut perdre du poids? La protéine, ça, entre guillemets, ça module. J'ai pas le bon mot, mais ça augmente l'hormone de la satiété. L'hormone de la satiété, c'est cette sensation de ne plus avoir faim. Manger des protéines, ça diminue l'hormone de la faim. Ça veut dire que vous avez beaucoup moins cette sensation de faim. Ça veut dire que c'est double bonus. Ça augmente la sensation de satiété, ça diminue la sensation de faim. Donc manger des protéines, c'est super important. Troisième bonus en manger des protéines, troisième avantage pour perdre du poids, exactement ghrelin et leptine, je crois. Les deux hormones dont je viens de vous parler. Troisième avantage de pourquoi il faut manger de la protéine pour perdre du poids. En fait, manger de la protéine, de l'assimiler, etc. Votre organisme, quand il assimile, c'est 30%, ça utilise 30% plus d'énergie que des glucides ou des lipides. Ça veut dire que en mangeant et en assimilant les protéines, vous allez perdre du poids rien qu'en l'assimilant, etc. Donc ça, c'est super important. Les tarifs des coachings privés à Dubaï comparé ici, c'est comment? Ça dépend, mais c'est bien sûr, tu as de tout. Tu as des mecs qui se bradent, je sais pas comment ils font. Des mecs qui ils sont à 35-40 euros. Et tu as des mecs qui vont prendre des coachings à 1000 euros, quoi, par exemple. C'est ça qui est marrant. T'as loupé quoi de la discussion? Ben, on parlait des différentes façons de. D'ailleurs, je mettrai le replay sur YouTube. YouTube, on n'oublie pas, on like, les gars. S'il vous plaît, si vous pouvez pas me donner de la force sur Twitch, au moins likez, laissez un commentaire, abonnez-vous. Je parlais en fait de tout ce qu'il faut mettre en place pour créer un physique de titan pour devenir combattant de MMA. Je dirais quel ratio protéines? Je dirais entre 1,8 et 2,2. Vaut mieux s'arrêter à 2. Parce que 2,2 c'est beaucoup quand même. Un repas par jour, je trouve que ça permet de réguler sa satiété, ça pousse pas au grignotage. Chez l'intermittent au mat, ça a été découvert de l'année pour moi. Après, je le dis souvent, la nutrition, les gars, les types de régime, etc., ça dépend. C'est en fonction des gens. C'est en fonction des gens. Je donne un exemple. Il y a des gens, ils vont préférer faire l'OMAD un repas par jour. Il y a des gens, ils vont pas supporter. Ils vont avoir besoin d'avoir leur petit déjeuner le matin, etc. Faut s'adapter. Faut surtout pas imposer. OMAD vie, sinon quelle vie? Nadine Pardas, cardio limité ou bonne gestion du cardio? Je pense les deux. Je dirais pas qu'il a cardio limité, par contre. Après, c'est son style de combat. On a l'impression qu'il est puissant, mais je pense pas qu'il tape. Enfin, c'est pas une critique quand je dis tape si fort.
C'est pas un mec qui a un gros knockout power ou qui va. Parce qu'il utilise. Plus tu débites, moins t'es puissant. Tu peux pas être puissant comme Conor McGregor et avoir le même volume de travail comme Max Holloway. C'est pas possible. Vous imaginez un mec qui tape aussi fort et aussi bien que Conor McGregor, puissant comme Conor McGregor, avec le volume de Max Holloway, ce serait le meilleur combattant de la planète. Je pense aussi il a un bon, très très bon cardio, une bonne génétique aussi, vu qu'il s'entraîne depuis très longtemps en fait. Ça aide. Moi au match, j'arrive pas le fait que le jojo, avec ça déjà 2 fois, que je fais moins 15 plus 15. Ouais, pareil, moi je suis pas fan du homad, moi les gars. J'aime trop manger en plus. Mais quand on dit kilos de poids de corps, on parle de masse musculaire après être passé sur impédance mètre, ou bien on prend aussi en compte. J'ai jamais compris. Tu prends ta masse totale. Après, les 1,4 et 2 grammes, c'est pour 1 kg de masse maigre et non pas le PTC, donc c'est largement atteint. Moi, les gars, je vous conseille de ne pas prendre la masse maigre, sinon vous n'allez pas manger beaucoup de protéines, je vous le dis. Parce qu'en fait, l'assimilation des protéines, on n'en assimile pas tant que ça au final. Hein. On en assimile plus qu'on le pense, mais pas tant que ça au final. Faire un style comme Keita, ou peu de volume et frappe fort à chaque fois. Ou qu'il envoie ça là. Merci Shaunissa pour le follow, ça fait plaisir. Tu préfères un style je sais pas. Moi j'aime bien quand même les combattants puissants. Personnellement. Pas qu'il pourrait faire le tournoi à 1 million du PFL cette année. Je sais pas. À voir. Le problème c'est que si tu. En fait, moi de. Merci Triste Tonton pour le follow, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre les notifications, à lâcher un subprime si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit sur YouTube. On like les gars. Faites péter les likes comme dirait Clément. Qu'est-ce que je voulais dire? Le problème du tournoi, je crois que le tournoi 1 million, les gars, il va sauter. Hein. Je crois que ils vont faire comme l'UFC, ils vont prendre le roster du Bellator et ça va. Ils vont arrêter les tournois parce que les tournois c'est relou. En fait, il y a trop de blessures, trop d'annulations, trop de combats qui sautent, c'est relou quoi. Après, ouais, le problème, non mais oui, c'est la masse maigre. Mais le problème, c'est que fais ton calcul. Dans la vie de tous les jours, tu es quasiment à 1 gramme 2 de protéines. Et le problème, c'est qu'en fait, tu fais beaucoup de casse protéiques quand tu t'entraînes, en fait. Surtout si tu fais des sports avec beaucoup de pliométrie. Hein. Et si tu as un style qui bouge beaucoup, à MMA, tu vas faire beaucoup de casse protéiques. Donc, tu es obligé de manger beaucoup de protéines. Pareil, si tu fais des sports d'endurance, tu seras obligé de beaucoup manger de protéines. Sinon, en fait, tu vas fondre musculairement, en fait. En plus, les gars, attention, hein, ta masse musculaire, les gars, vous avez souvent plus de body fat que vous en pensez, quoi. Euh, C'est quoi la question? Du coup, il y aura une ceinture welterweight, par exemple, et des fights régulières, c'était 2024, ça. Je sais pas encore exactement. Je fais tomber un truc. C'est quoi une casse protéine? Non, une casse protéique, ça veut dire, en fait, par exemple, merci à tous ceux qui ont flow. Par exemple, si tu fais un marathon, un marathonien, il va manger énormément de protéines, parce qu'en fait, les impacts, ça crée énormément en fait de casse protéique. Ça veut dire que pour vulgariser, vous allez perdre de la protéine en fait. Donc c'est pour ça que les marathoniens ils mangent énormément de protéines. Le PFL, mais qu'ils investissent tout ça pour au final être vu comme une étape vers l'UFC. Bah après, le problème, c'est en fait le PFL, tant qu'ils créeront pas d'histoire, de rivalité, de trucs à suivre, bah, ils vont pas être autant connus que l'UFC. S'ils arrivent à créer des rivalités, etc., là, ça va être une autre paire de manches. J'ai pas trop compris, t'as respecté ton message. Ouais, c'est faire attention avec C'est pour ça, moi, si je vous conseille, si vraiment vous voulez être. Par rapport au PFL, hein, après je parlerai de ce que je voulais dire. Par rapport au PFL, je pense que ça va prendre du temps, en fait, avant qu'ils créent. Il faut qu'ils créent des rivalités, il faut qu'ils créent des histoires. Par exemple, un Bakin Doumbé, pour moi, s'ils arrivent à faire le combat, il faut créer une revanche après. S'ils arrivent à créer une revanche, ça va mettre énormément d'engouement autour du PFL. Klinkhammer toujours dans le viseur ou full focus Doumbé pour l'instant? Le problème, moi je vais vous dire un truc cash les gars. Avec le chèque qu'a eu Baïsangour, je sais pas s'il pourra retourner un jour à l'Ares. Après c'est toujours bien d'avoir une ceinture. Et le problème c'est que l'Ares, ils pourront pas s'aligner avec le PFL, ça c'est sûr. Et ils pourront même pas s'aligner
à 30 ou 20%. Je sais même pas si pour en donner 20% de ce qu'il gagne au PFL, bah, il s'engourre là. Donc c'est compliqué quoi. Et Klinkhammer, moi je l'aurais bien aimé avoir Klinkhammer parce que c'est un très très bon grappleur. Par exemple, c'est ce que vous allez. Mais je trouve que c'est en termes sportifs, hein, je parle. Gagner Klinkhammer, ça aurait été plus intéressant, je parle personnellement. M'insultez pas, les gars. C'est pas pour manquer de respect à Doumbé. Mais c'est plus intéressant Klinkhammer que Doumbé. Après, en termes de médiatique, de tout ce qui est à côté, argent, sponsor, pression et tout, c'est beaucoup plus intéressant de prendre Cédric. Son objectif reste l'UFC. Bien sûr, ça reste l'UFC. Lui, je vous l'ai déjà dit, lui, ce qu'il veut, c'est être champion de l'UFC. Il préfère être champion de l'UFC et que personne ne le sache, qu'il ait combattu le meilleur combattant de la planète, personne ne le sache et qu'il sache qu'il est meilleur que lui, entre guillemets, qu'il le batte, que être deuxième et que tout le monde soit au courant, qu'il ait fait une ceinture UFC mais qu'il perde et que tout le monde soit au courant. Ce qui me fait peur quand on signe dans des orgas comme ça, il voudra encore 12+12 à l'UFC. Bah après, ça, c'est lui qui voit. Je pense, ça va être dur. On va pas se mentir, mais après, ça parle de grosso modo chiffre. Ouais, ouais, ça parle de ça. Hein. Triste tonton. Ah, mais bien sûr, Tarksplay. Non, mais là, je suis d'accord avec toi. En plus, on sait très bien qu'au bout d'un moment, si tu consommes trop de protéines, c'est pas bon pour la santé. Parce qu'une fois que tu as goûté à l'argent et au respect que ce genre d'organe donne, ça fait réfléchir deux fois. Je parle de cause. Ah, mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Ça, c'est ça la problématique. C'est qu'en fait, quand les organes. Pour moi, Abdul, si un jour il va à l'UFC, je sais pas si un jour l'UFC lui propose un contrat, je sais pas s'il ira. Il est tellement bien payé au PFL, il est respecté, ils le mettent bien. Voilà quoi. Pourquoi tu vas aller. Moi, c'est pour ça qu'en fait, si tu. Tu vois, Doumbé, moi je lui en veux pas d'être au PFL. C'est juste les déclarations qu'il a fait, Ousmane, Annie. Mais combattre pour l'argent, mais c'est normal. Les gars, c'est pas vous qui allez vous battre. Bien sûr que s'il veut combattre, il prend 300, 400 000 euros au lieu de prendre 50 000 euros. Bien sûr, tu vas prendre 400 000 euros. Vous êtes fous, les gars. Vous êtes fous, les gars. Ah, je vous donne un exemple. Vous avez un job que vous kiffez, etc. Une boîte super reconnue, vous avez trop envie de bosser dans cette boîte, etc. Elle vous propose un contrat à 10 000 balles par mois. Mais il y a une autre boîte, bon, elle n'est pas super reconnue sur le CV, c'est pas non plus ouf. Quand vous allez en parler aux gens, les gens vont dire on ne connaît pas et tout, mais elle vous propose 400 000 euros par mois. Vous dites quoi? Vous dites quoi? On s'en fout de bosser à la NASA pour 10 000 balles par mois si tu peux bosser dans une entreprise qui te donne 400 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? La différence physique dans la cage, bah du coup, vaut mieux revenir à la reste car c'est une organisation passerelle et le PFL non. Bah après le PFL t'es bloqué si t'es signé avec eux. Si t'es signé 4 combats, après je sais pas si je sais que le tournoi c'est une saison, mais si t'es signé par combat, c'est un peu plus compliqué quoi. Différence physique dans la cage sera flagrante, mais malgré sa taille fine, Doumbé reste très puissant, mais Baki devrait avoir l'avantage dans les phases de clinch et au sol. Ah mais ça c'est sûr. Ça faut pour moi les gars en plus j'ai du mal à entendre le discours. Ouais, Doumbé, il peut être dangereux au sol. Ça, attention, les gars, faut pas non plus. Faut pas dire n'importe quoi, les gars. Faut pas dire n'importe quoi. Surprendre, peut-être qu'il peut se relever, et ça, je dis pas le contraire, ça reste deux humains. Mais faut faire attention, quoi. Hein. Moi, les gars, je l'ai vu tourner avec l'élite du grappling et des combattants de MMA qui sont bons en grappling. J'ai vu, les gars. Doumbé, s'il a ce niveau-là en grappling, il peut être champion de l'UFC, les gars. Surtout quand tu es jeune comme Baki, tu as peur. Tu peux vite te dire j'ai que 22 ans, je fais deux trois combats ici d'abord. Et je dis pas qu'il pense comme ça. C'est une possibilité. Mais bien sûr, les gars. Et ça serait. Faudra pas lui en vouloir. Après, certains vont dire ouais, il a parlé de l'UFC, nanana. Après, les gars, il a que 22 ans. Hein. L'UFC, il peut y aller à 24, 25, 26, 27. Hein. Dans tous les cas, après, c'est sûr que ce qui reproche à Doumbé, c'est surtout ça comment on gère. Ouais, voilà. C'est surtout ça. Après, chacun voit midi à sa porte. En tous les cas, en haut de l'UFC, il gagnera bien plus qu'au PFL. Bien sûr. Est-ce que Baki a une ceinture de JJB? Non. Il n'a pas fait de JJB, lui. 6 ans de pratique avec très bon coach, tu peux forcément surprendre au sol, ça me paraît logique. Oui, tu peux surprendre au sol, mais les gars, vous croyez que Baki faisait quoi pendant ce temps? Il se tournait les pouces. Surtout les gars, je le répète,
Pourquoi Doumbé il va prendre des risques à rester au sol? Pourquoi tu vas prendre quand t'es aussi bon debout, pourquoi tu vas prendre des risques à aller au sol en fait? À risquer le sol. Bien sûr, sur une opportunité, tu peux tenter un truc. Mais pourquoi tu vas prendre le risque d'aller au sol alors que tu sais que tu es si bon debout en fait? Surtout, comme je le dis, certes, il s'entraîne au sol, etc., etc. Mais dans ses sparring, bien évidemment qu'il a dû travailler des thèmes où il travaille le sol et la lutte. Mais dans ses combats, il allait quasiment jamais au sol. Quasiment jamais. Il travaille plutôt debout. Et ça te conditionne en fait. Ça te conditionne. Tu vas pas aller dans un endroit que tu maîtrises pas. Tu es pas à l'aise, entre guillemets. Il a fait toute sa carrière au Glory, où il était debout, il faisait du striking. Pourquoi du jour au lendemain, tous les gens qui ont fait une transition, qui venaient du sol, et qui ont essayé de striker à haut niveau à l'UFC, ils l'ont vite regretté, les gars. Imaginez qui se retourne avant Doumbé. Imaginez qui se retourne avant Doumbé, crie. Doumbé, t'es mort. Parce que Baki a un avantage de poids et s'il envoie au sol, Doumbé n'aura pas le choix de jouer au sol. Bien sûr qu'il peut travailler au sol, faire des trucs, mais il va pas chercher à aller au sol ou à. Je pense pas qu'il va chercher à travailler au sol, par exemple. Si il amène au sol, il va pas fermer la garde, Doumbé, rester là et travailler. Non, il va essayer de sortir rapidement, aller vers la cage et se relever. Tu vois Baki finir? Ouais, franchement, ouais. Sinon, la sèche de Balti se passe bien. Après là, on a un peu, enfin, il est un peu autonome sur sa sèche là. Donc je sais pas, je sais pas où il en est. Vu que c'était fait opérer, je sais pas où il en est les gars sur sa sèche Balti. Mais ouais, je vois pas qui finir. Moi. Après, ça peut aller à la décision, mais c'est possible aussi qu'il finisse. Ne vous inquiétez pas les gars, ça peut arriver hein. Je vois pas pourquoi il pourrait pas finir en fait. T'as accepté un combat, t'as le one, R1 kick, R2 MMA, non non non. Moi, ces trucs, je trouve ça nul, moi, perso. Je trouve ça éclaté, les gars. Le délire, tu mixes striking, MMA, strike. Jamais compris. T'imagines pour te préparer, c'est trop nul, je trouve. Ah, il faut vraiment un gros chèque, en vrai. Hein. Comment faire de la musculation quand on est atteint d'hémophilie? Hémophilie, c'est quoi déjà? C'est quand tu saignes beaucoup? Hum. Pour moi, je pense que Baki peut montrer sa supériorité sur les transitions au sol et les feintes sur des positions classiques, je pense que ça va vite finir stérile. Ouais, mais non, les gars. Attention. Ça, c'est un truc. Il a un très bon top game, Baïsangour, hein, les gars. Ouais, il est comme Salem, mercenaire. T'arrives un peu à la fin des. Quand c'est la fin des haricots. En top game, il est très bon. Hein, en top game, tu le prends en garde fermée, il va te tabasser, Baïsangour. Hein. Tu le prends en demi-garde, il va te tabasser. En montée, j'en parle pas. Si t'es fatigué, c'est fini. Hein. Attends, les gars, par exemple, je vous donne un exemple. Contre Alexander Michael, ça a failli se finir au premier round. L'arbitre, il allait arrêter, quoi. Tu préfères une Zebo ou un peu, ou un Lucky Punch ou une Masterclass de Doumbé? 5 rounds, non, 3 rounds. J'ai pas compris la question, ma time. Moi, pour moi, c'était pas un Lucky Punch, les gars, ce qu'il a fait Doumbé à Zebo, hein. Pour moi, transfert poids de corps. Il est déséquilibré en plus. Il vise bien le menton. Bam, terminé. Euh, Ouais, c'est ça. Mon petit frère atteint d'hémophilie. En gros, il a des micro-saignements quand il fait du sport. D'intensité, du coup, il a des blocs 24. Quand il pousse, il se fait des mini déchirures. Franchement, là, faut aller voir un médecin du sport, les gars. Dans ce genre de situation. Je suis pas spécialiste de ce genre de choses après. On a fait le sport santé et tout. Mais l'hémophilie, on l'a pas vu. Hein. Non, parce que moi, ça va pas se passer comme ça. Du coup, moi, je vous le dis, les gars, c'est pas parce que je suis dans l'équipe ou je sais pas quoi, mais vous allez voir. D'ailleurs, t'en passes quoi sur l'actualité de Doumbé Zebo en ce moment? Bah, je peux pas dire plus, les gars. Franchement, je sais pas. Franchement, moi, ça m'a un peu saoulé tout ça. Ouais.
Ben oui, c'est ça qui est bien aussi. Mehdi Othman, il est confiant. Là, j'ai parlé avec Valentino, son prépa à Doumbé. Normal, les gars. Il y aura une clim des deux côtés. Baki ou Doumbé, ah, ça. Team Baki, on est là, les gars. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Voilà, quoi. Il y aura une clim des deux côtés. Après, s'il faut, les gars, on aura un beau combat, hein. On aura un beau combat. S'il faut, on va avoir un beau combat. Et il y en a un qui va gagner. Et voilà, quoi. On va voir le dernier clip de ta chaîne. J'ai pas compris, Nabil. Oula, Tarksplay, pardon. Ah, parce qu'il est occupé avec son setup PC, là. Les gars, je vais y aller parce que j'ai un appel à faire avec un frérot. Donc, on va s'arrêter là. J'ai pas compris, Tarksplay, ce que tu m'as dit. Je vais regarder le dernier clip de ma chaîne. Ah, tu m'as enregistré. Nabil dit à Baki de faire des streams. J'ai vu son nouveau setup, mais vaut mieux faire des streams avant le combat qu'après. Pourquoi? Je le raconterai, je l'ai déjà raconté, mais je le raconterai dans le. Pour ça, au calme. Dans le vlog que je vais faire, quoi. Réponds à celle-là avant de partir, s'il te plaît. C'est quelle question, hein, Imagine si fait une guerre, genre décision partagée, tu serais déçu de Baki ou surpris de Doumbé? Non, je serais pas déçu de mon athlète, les gars. Je serais pas déçu de mon athlète s'il fait une belle guerre et tout. Même s'il perd, les gars, ça y est, c'est pourquoi je vais être déçu. À part si vraiment il a fait n'importe quoi, il écoute pas ou. Mais je sais, je le connais, Baki. C'est un mec sérieux qui s'entraîne dur, qui écoute, qui respecte les game plans, qui fait ce qu'il faut, etc. C'est un mec à mission en fait. C'est pas un mec qui travaille avec les émotions. Ça t'attrape avec ses clips. Là, il va après le combat. Mais les gars, si on gagne, je vais être insupportable, les gars. Je vais être insupportable. Ça va mettre des. Je vous avais dit quoi pendant un mois, des trucs comme ça. Ne vous inquiétez pas. Après, les gars, si on prend s'il y a une blessure ou je sais pas quoi, peut-être que j'aurai pas le truc pour stream pendant une semaine, quoi. Bon, allez, les gars, je vais vous laisser. Sur YouTube, les gars, on balance des likes, on met des commentaires, on s'abonne à la chaîne. N'hésitez pas à me follow aussi sur Twitch. Les gars, sur Twitch, on follow la chaîne. La chaîne Subprime si vous avez Amazon Prime. N'hésitez pas à me follow sur les réseaux en bas. Donc Insta, Twitter, TikTok, YouTube. Donc voilà. Et les gars, aussi sur YouTube, j'ai des programmes qui sont en promo. Vous les aurez dans la description. N'hésitez pas. Ils sont en promo jusqu'à la fin là, du mois. Donc ça va bientôt sauter. Et si vous voulez du programme ou du suivi personnalisé, n'hésitez pas à venir me voir en DM, que ce soit sur Twitter, Insta, TikTok. On en discute. Prenez soin de vous, les gars. Merci en tout cas d'être passé. Merci Turco. Merci à toute la team Tarksplay, Ricop, Nawitu, Bourgeois Vénard, Mercenaire, toute l'équipe là, Lidule. Merci à tous, les gars. Prenez soin de vous. À la prochaine, les gars.